Quand on étudie l'histoire, la principale leçon qu'on tire de l'histoire, c'est qu'on ne tire jamais les leçons de l'histoire. Quand éclata la crise financière de 2008, le gouvernement américain fut contraint de procéder au sauvetage des grandes banques et des institutions financières. De nombreux gouvernements firent de même un peu partout dans le monde, et notamment en Europe. Ils n'avaient pas le choix. Pourquoi? Parce que les entreprises qui couraient vers la faillite étaient jugées too big to fail, c'est-à-dire littéralement trop grosses pour faire faillite. Ou, pour le dire plus clairement, trop grosses pour que leur faillite n'affecte pas significativement le reste de l'économie. La mort d'un gros éléphant dans la savane n'affecte pas les autres éléphants de la savane. Par contre, la mort d'une grosse banque affecte les grosses banques. Et une faillite généralisée du secteur bancaire et financier peut conduire à la mort de l'économie mondiale. On a dit en 2008 et 2009, c'est la dernière fois qu'on aide le secteur bancaire. Plus jamais ça. Plus jamais nous ne nous laisserons enfermer dans une situation de chantage. Le problème, c'est qu'on continua à réglementer à outrance le secteur bancaire et financier, alors qu'il était déjà ultra réglementé, et sans comprendre que le problème n'était pas de le réglementer davantage, mais de le responsabiliser. Mais c'est un autre problème. Quoi qu'il en soit, quand on a dit plus jamais ça, il faut bien savoir que ça fait 250 ans que le gouvernement sauve régulièrement des entreprises imprudentes de la faillite. C'est en tout cas ce qu'on apprend à la lecture de La richesse des nations d'Adam Smith. À cette époque, les gros paquebots que les gouvernements renflouaient constamment, c'étaient les compagnies de commerce maritime, les fameuses compagnies des Indes. Les règles du marché étaient faussées dès le départ, car ces compagnies jouissaient d'un double monopole. Seuls les marchands de la nationalité du pays colonisateur pouvaient commercer dans les colonies. Et parmi ces marchands nationaux, seuls certains d'entre eux s'étaient vus conférer le droit de commercer de manière exclusive. Le commerce d'une compagnie par action est chapeauté par un corps de directeurs placé sous le contrôle de l'Assemblée générale des propriétaires. Mais la majeure partie de ces propriétaires ne s'intéressent pas réellement aux affaires de la compagnie. Quand ils ne se querellent pas, la seule chose qui leur importe, c'est de toucher le dividende tous les ans ou tous les 6 mois et d'être délivrés de tout embarras relativement à la gestion. L'avantage de ne pas devoir s'occuper concrètement de la conduite des affaires et le fait d'être exempt de tout risque au-delà de sommes limitées attire un très grand nombre de personnes qui, autrement, ne hasarderaient jamais leur fortune dans une société particulière. De nombreuses compagnies, par action, ont bénéficié, par acte du Parlement anglais, de privilèges exorbitants. L'État leur versa des avances, des sommes annuelles, les renfloua, prolongea les délais de paiement, des dettes, etc. Mais l'issue fut souvent désastreuse. Ce fut le cas de la Compagnie royale d'Afrique, qui fit dissoute après sa banqueroute. La Compagnie de la mer du Sud a, pour sa part, toujours été exempte de grandes dépenses, vu qu'elle n'avait ni fort ni garnison à entretenir, mais elle possédait un immense capital réparti entre un nombre immense de propriétaires. L'administration d'une si vaste compagnie se caractérisa par l'imprévoyance, la négligence, la prodigalité. En dépit des droits très réduits qu'elle devait verser en comparaison d'autres marchands anglais et espagnols, la profusion et la malversation des agents de la compagnie s'avérèrent une taxe beaucoup plus lourde que tous les droits possibles. Adam Smith cite encore quantité d'exemples. Un auteur français, l'abbé Morellet, a démontré que les 55 compagnies par action pour le commerce étranger qui ont été fondées en divers endroits dans l'Europe depuis 1600 ont toutes failli par les vices de leur administration. La conclusion est sans appel. Quand l'État se mêle de promouvoir des champions ou d'aider des entreprises trop importantes ou stratégiques que pour leur permettre de faire faillite, il crée un aléa moral et fait disparaître tout sens des responsabilités chez ces marchands, qui, une fois en difficulté, sont les premiers à réclamer d'autres droits et d'autres privilèges à l'État. Je termine avec une citation de l'économiste suédois Eli Heckscher. Peu de choses sont aussi répugnantes que la combinaison chez un nombre important d'hommes d'affaires et d'entreprises de fières proclamations de liberté et d'indépendance durant les temps de prospérité et des gémissements pathétiques réclamant une assistance sous forme de droits de douane et de réglementation aussitôt que s'élèvent les difficultés et que leur aptitude à assumer leurs responsabilités est mise à l'épreuve.